Nous vivons dans un monde où tout le monde se bat pour être entendu, où le bruit est confondu avec l'autorité et la réaction avec le pouvoir. Mais la vraie force ne crie pas, elle se déplace en silence. Le calme, aujourd'hui, est un signe de danger. Celui qui ne se laisse pas provoquer, qui ne cherche pas l'attention et ne se laisse pas entraîner dans le chaos, projette un type de pouvoir que peu comprennent et que beaucoup craignent. La maîtrise de soi est l'art de conserver le contrôle quand tout pousse à le perdre. C'est regarder le conflit sans avoir besoin d'y entrer. C'est garder son sang-froid quand les autres implorent la validation. Ce n'est ni froideur ni indifférence, c'est l'intelligence émotionnelle à l'état pur. Celui qui maîtrise ses émotions maîtrise son environnement. Parce que rien ne déconcerte plus que quelqu'un qui ne réagit pas quand le reste brûle. La société actuelle glorifie l'impulsivité, le soulagement, l'exposition constante. Mais plus vous parlez, plus vous révélez. Plus vous vous agitez, plus vous vous affaiblissez. Celui qui garde le silence n'est pas faible. Il observe, analyse et agit quand le moment est juste. C'est le genre de personne qui impose le respect sans élever la voix, parce que sa présence parle d'elle-même. Ce n'est pas une vidéo sur le calme passif ou sur le fait de cacher ce que vous ressentez. C'est une déclaration de pouvoir intérieur, un rappel que la sérénité est une forme de guerre silencieuse. Et celui qui apprend à se maîtriser, à protéger son énergie et à agir à partir de la raison, devient quelqu'un que rien ni personne ne peut briser. Les leçons suivantes vous montreront comment atteindre cette force qui ne se voit pas, mais se ressent. Celle qui transforme votre silence en autorité et votre calme en un signal de danger. 1. Maîtrise tes émotions. Les émotions sont comme un océan en pleine tempête, imprévisible, puissant et capable de couler même le meilleur navigateur s'il n'apprend pas à tenir fermement le gouvernail. Maîtriser tes émotions ne signifie pas nier ce que tu ressens, mais apprendre à ne pas laisser tes sentiments décider pour toi. Parce que celui qui réagit sans penser perd le contrôle, et celui qui perd le contrôle cède le pouvoir. Dans un monde où tout le monde explose au moindre frottement, la personne qui reste sereine devient une figure impossible à déchiffrer. C'est la différence entre celui qui agit avec sagesse et celui qui répond simplement par impulsion. L'autocontrôle est une forme de respect envers soi-même. Lorsque tu te maîtrises, tu ne le fais pas pour feindre le froid, mais pour protéger ton équilibre interne. Chaque fois que tu réussis à contenir une réaction, chaque fois que tu choisis de te taire face à la provocation, tu construis un mur invisible qui te sépare du chaos émotionnel qui consume les autres. Il n'y a rien de plus fort qu'un être humain qui, même avec le feu dans la poitrine, décide de ne pas tout brûler. Cette décision, répétée encore et encore, te transforme en quelqu'un qui ne se plie ni à la colère ni à l'euphorie, parce qu'il comprend que les deux sont des pièges déguisés en intensité. Celui qui maîtrise ses émotions maîtrise son destin. La plupart des gens détruisent des relations, perdent des opportunités et regrettent des mots dits dans un moment de perte de contrôle. Ils appellent cela être humain, mais en réalité c'est un manque de discipline émotionnelle. Les stoïciens le savaient, tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler ta réponse. Chaque réponse mesurée est une preuve d'intelligence, une affirmation de pouvoir. Ce n'est pas que tu n'es pas affecté par ce qui se passe, mais tu choisis de ne pas réagir à partir de la faiblesse. Et ce choix constant est ce qui fait la différence entre les gens ordinaires et ceux qui ont conquis leur esprit. Pense aux fois où la colère t'a fait dire quelque chose que tu ne voulais pas, ou quand la frustration t'a fait abandonner trop tôt. Chacune de ces situations t'a appris la même chose. Les émotions non contrôlées sont une chaîne. Lorsque tu réussis à la briser, tu retrouves ta liberté. Maîtriser tes émotions n'est pas être insensible. C'est avoir la clarté de décider quand une émotion te pousse et quand elle te tire. C'est apprendre à ressentir sans te perdre dans ce que tu ressens. C'est agir avec raison quand tous les autres se noient dans leur propre tempête. Le calme ne signifie pas l'absence de passion, mais le contrôle absolu de celle-ci. Celui qui sait quand libérer sa force et quand la contenir possède un type de pouvoir qui n'a pas besoin d'explication.
C'est le regard ferme de celui qui a compris que la vie n'est pas toujours juste, mais que réagir avec fureur ne fait que multiplier la douleur. Maîtriser tes émotions, c'est maîtriser le champ de bataille le plus difficile, ton propre intérieur. Et quand tu réussis cela, rien de l'extérieur ne peut t'intimider. Tu n'as pas besoin d'être en pierre, tu as juste besoin de te connaître suffisamment pour ne pas devenir ton propre ennemi. Le véritable contrôle ne se crie pas, ne se vante pas. Il se démontre en silence, dans chaque situation où tu choisis de rester debout quand les autres s'effondrent. Maîtriser tes émotions n'est pas seulement une compétence, c'est une forme de liberté, un signe de maturité et la racine de toute force intérieure. Parce que celui qui se gouverne lui-même gouverne tout ce qui l'entoure. 2. Utilise le silence comme pouvoir. Le silence est comme une lame invisible. On ne le voit pas, mais il coupe profondément. Dans un monde qui idolâtre les mots et méprise les pauses, le silence est devenu une forme de résistance. La plupart ne supportent pas d'être seuls avec leur esprit. Ils ont besoin de remplir chaque espace avec du bruit, de parler sans réfléchir, d'opiner sans savoir. Mais celui qui apprend à se taire, celui qui maîtrise l'impulsion de répondre, celui qui observe avant d'agir, devient imprévisible. Et l'imprévisible, dans un monde où tout le monde s'expose, suscite le respect et la peur. Utiliser le silence comme pouvoir ne signifie pas se taire par peur, mais comprendre que tout ne mérite pas une réponse, qu'il y a des batailles qui se gagnent sans un seul mot. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir à une provocation, tu en dis plus que ce que n'importe quel argument pourrait exprimer. Le silence, lorsqu'il est utilisé avec intention, a le poids de 1000 vérités. C'est l'espace où se révèle qui a vraiment le contrôle. Le sage ne se précipite pas pour expliquer ou justifier, car il sait que celui qui a besoin d'expliquer trop a perdu de l'autorité. Celui qui garde le silence laisse place à l'observation, et celui qui observe sans interruption voit ce que les autres négligent. Le silence te permet de lire les gestes, de détecter les intentions, de comprendre les modèles. C'est une arme psychologique qui te maintient un pas en avant, tandis que les autres s'épuisent à essayer de prouver ce que tu sais déjà. Le silence n'est pas vide, c'est présence. C'est la forme de communication la plus pure pour celui qui a surmonté le besoin d'être compris. Parce que tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne ton chemin ou approuve tes décisions. Le silence te donne un avantage. Il protège ton énergie, préserve ton focus et te maintient dans un état de clarté où rien d'extérieur ne peut te manipuler. Quand tu apprends à l'utiliser, tu ne réagis plus à chaque commentaire, tu ne te fatigues pas dans des discussions inutiles et tu laisses le temps parler pour toi. Celui qui maîtrise le silence transmet une force qui n'a pas besoin de crier. Les gens ressentent sa stabilité, sa confiance, sa sérénité inébranlable. C'est le genre de présence qui change l'atmosphère sans rien dire, parce que le pouvoir ne se démontre pas toujours par des gestes ou des mots, mais par le contrôle de soi. Quand tu te tais, l'autre se retrouve sans terrain ou attaqué, sans argument à soutenir, sans savoir à quoi tu t'attends. Et cette incertitude est le pouvoir. Le silence t'apprend aussi sur toi-même. Il t'oblige à écouter tes pensées, à affronter ce que tu portes vraiment à l'intérieur. Beaucoup l'évitent parce qu'ils ne supportent pas leur propre esprit, mais celui qui ose entrer dans cet espace interne sans distraction découvre son véritable centre. Le silence, loin d'être une faiblesse, est une autoconnaissance. C'est le laboratoire où se construit la force intérieure. Il ne s'agit pas de toujours garder le silence, mais de savoir quand parler et quand le silence est la réponse la plus puissante. Apprendre cela est une forme d'intelligence émotionnelle avancée. Parler par impulsion est donner ton énergie, mais se taire avec intention est démontrer la maîtrise. Dans un monde où tout le monde cherche à être entendu, celui qui choisit de se taire devient celui que tout le monde écoute. Le silence est la voix de l'autorité intérieure. C'est le terrain où les émotions perdent de la force et la raison s'éclaircit. Le maîtriser, c'est maîtriser l'espace entre le stimulus et la réponse. Ce petit instant où se définit si tu es maître de toi ou esclave de tes impulsions. Utilise le silence comme un bouclier, comme une épée et comme une forme d'équilibre.
Parce que lorsque tu réussis à faire parler ta tranquillité pour toi, le monde comprend que ton pouvoir n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu es capable de contenir. 3. Pratique le détachement. S'accrocher est comme essayer de retenir l'eau avec les mains. Plus tu forces, plus elle s'échappe rapidement. La plupart des gens vivent ainsi, essayant de contrôler l'incontrôlable, attachés à des personnes, des choses, des résultats ou des souvenirs qui ne leur appartiennent plus. Et cet attachement n'est ni de l'amour, ni de l'engagement, c'est de la peur déguisée en besoin. Pratiquer le détachement n'est pas renoncer à ressentir, mais se libérer de l'illusion qu'un élément externe peut définir ta valeur ou ta paix. Quand tu comprends cela, tu retrouves une liberté que personne ne peut te prendre. Le détachement ne signifie pas ne pas se soucier, cela signifie ne pas dépendre. Tu peux aimer, travailler dur, t'engager et profiter, mais sans te perdre dans le résultat. C'est apprendre à donner le meilleur de toi-même sans t'asservir à l'issue. Quand tu vis avec détachement, tu arrêtes de souffrir pour ce que tu ne contrôles pas et tu commences à te concentrer sur ce qui dépend de toi. Les personnes attachées à tout vivent tendues, avec peur de perdre, prises dans une anxiété constante. En revanche, celui qui se détache devient léger, parce qu'il comprend que tout ce qui arrive pour lui enseigner quelque chose. Et tout ce qui part quand sa leçon a été apprise. S'accrocher à ce qui est déjà terminé est l'une des plus grandes causes de souffrance humaine. Le stoïcisme enseigne que la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Ce qui te fait mal n'est pas la perte en soi, mais ta résistance à l'accepter. Apprendre à lâcher prise est un acte de maturité émotionnelle. C'est accepter que tu ne peux pas contrôler les actions des autres, ni le passage du temps, ni les caprices du destin. Mais tu peux contrôler comment tu les affrontes. C'est la différence entre celui qui vit en paix et celui qui vit en guerre avec lui-même. Le détachement te rend le pouvoir. Quand tu n'as plus besoin de prouver, de retenir ou de convaincre, ton énergie change. Tu ne poursuis plus, tu attires. Tu ne t'accroches plus, tu coules. Tu ne dépends plus de la validation. Parce que tu comprends que la valeur authentique n'a pas besoin de témoins. Et cette liberté est ce qui dérange le plus ceux qui vivent prisonniers de leurs attachements. Parce qu'ils ne peuvent pas manipuler celui qui n'a pas peur de perdre. Pratiquer le détachement signifie aussi accepter le changement sans résistance. Rien ne reste pareil. Les personnes changent, les circonstances se transforment et les cycles se ferment. Mais beaucoup préfèrent s'accrocher au passé plutôt que d'accepter la réalité. Le détachement, c'est regarder la vie avec la sérénité de celui qui comprend que tout est temporaire, que la perte n'est pas toujours une punition mais une forme de nettoyage, que lorsque quelque chose part, cela laisse de la place pour du nouveau, et que lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est une évolution. Il y a ceux qui croient que le détachement les rendra froids. Mais la vérité est que ce n'est que lorsque tu te libères de la peur de perdre que tu peux aimer librement. Parce que tu n'aimes plus par besoin, mais par choix. Tu n'aides plus par obligation, mais par conviction. Tu ne restes plus par peur de la solitude, mais parce que tu désires vraiment être là. Le détachement transforme tes relations, tes objectifs et ta façon de vivre, parce qu'il t'apprend à profiter sans dépendre. Se détacher ne signifie pas abandonner, cela signifie avoir confiance. Avoir confiance en ta capacité à t'adapter, en ta force pour résister et en ta sagesse pour continuer à avancer. Quand tu te détaches, tu découvres que la véritable sécurité n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu es capable de lâcher. Et à ce moment-là, tu comprends que rien d'extérieur ne peut te rendre libre, parce que la liberté n'est pas obtenue. Elle est construite de l'intérieur. Pratiquer le détachement, c'est se rappeler que ce que tu contrôles, c'est toi, et le reste, simplement, coule. Et quand tu coules, la vie cesse de se sentir comme un fardeau, et devient un chemin que tu choisis de parcourir avec légèreté et calme. 4. Protège ton énergie. L'énergie est comme un compte bancaire invisible. Chaque conversation, chaque pensée et chaque émotion sont des transactions qui ajoutent ou soustraient. Le problème est que la plupart des gens vivent en dépensant sans contrôle,
en donnant leur énergie à des personnes, des discussions ou des situations qui ne leur apportent rien. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils se sentent vides, épuisés ou confus. Protéger ton énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est une gestion consciente. C'est comprendre que ce que tu nourris grandit et ce que tu négliges te consomme. Dans un monde où tout le monde veut ton attention, ton énergie est la monnaie la plus précieuse. Les médias, les réseaux, les personnes négatives et les environnements toxiques rivalisent pour la drainer. Mais tu es le seul à décider à qui tu donnes accès. La plupart des gens ne le font pas consciemment. Ils se laissent emporter par des conversations inutiles, des drames étrangers ou des pensées répétitives qui épuisent l'âme. Apprendre à protéger ton énergie, c'est choisir avec qui tu parles, ce que tu consommes et quelles pensées tu permets d'habiter dans ton esprit. Parce que l'énergie suit la direction de ton focus et si tu concentres ton esprit sur le chaos devient ton état naturel. Tu ne peux pas construire une vie forte si tu t'entoures de personnes qui affaiblissent ton essence. L'énergie est contagieuse et passer du temps avec quelqu'un qui se plaint, critique ou regrette a le même effet que de respirer de l'air pollué. Tu ne le remarques pas tout de suite, mais peu à peu, cela t'éteint. C'est pourquoi protéger ton énergie implique d'établir des limites claires, même si cela dérange les autres. Tout le monde qui te parle ne mérite pas une réponse. Tout le monde qui s'approche ne le fait pas avec de bonnes intentions. Le silence, la distance et le calme sont aussi des outils de protection. Il y a des moments où tu dois fermer la porte et rester seul pour te recharger. Le repos n'est pas un luxe, c'est une stratégie. La solitude, bien utilisée, est un refuge où tu récupères du pouvoir. Tu n'as pas besoin d'être disponible pour tout le monde, car chaque fois que tu essaies de plaire à tout le monde, tu te vides un peu plus. Protéger ton énergie, c'est apprendre à dire non sans culpabilité, à prioriser ta paix sur l'approbation, à comprendre que tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas changer. Les gens forts ne sont pas ceux qui supportent le plus, mais ceux qui savent quand se retirer. Parce qu'ils comprennent que leur énergie n'est pas infinie et que la dépenser sur ce qu'ils ne peuvent pas contrôler est un gaspillage de leur force. Chaque jour, tu as une quantité limitée d'énergie mentale, émotionnelle et physique. Si tu la gaspilles en te préoccupant ou en te disputant inutilement, il ne te restera rien pour construire ce qui compte vraiment. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ont l'impression que leur vie n'avance pas. Ils sont épuisés de l'intérieur avant de commencer. Protéger ton énergie signifie aussi prendre soin de ce que tu consommes mentalement. La musique, les nouvelles, les réseaux, les conversations, tout laisse une empreinte. Si tu nourris ton esprit avec du bruit, tu perdras la clarté. Mais si tu choisis avec sagesse ce que tu permets d'entrer, ton esprit se renforce. L'énergie suit l'attention, et là où tu mets ton attention, tu mets ton pouvoir. Dans un monde qui glorifie l'excès, la véritable force réside dans la sélection. Dire oui à ceci et non à cela, avec fermeté, sans explication. Protéger ton énergie, c'est protéger ton esprit, ton focus et ton but. C'est l'acte d'amour-propre le plus silencieux, la frontière invisible qui sépare la paix du chaos. Celui qui apprend à le faire devient plus stable, plus lucide, plus difficile à manipuler. Parce que lorsque ton énergie est bien dirigée, ta vie coule avec clarté et rien ni personne ne peut te déranger. Protéger ton énergie, c'est protéger ton pouvoir. Et celui qui protège son pouvoir, protège son destin. 5. Entraînez votre sérénité. La sérénité est comme l'acier trempé, elle ne naît pas forte, elle se forge sous pression. Personne n'apprend à rester calme lorsque tout est en sa faveur, mais lorsque le monde semble tourner contre lui. Entraîner la sérénité n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour celui qui cherche le véritable pouvoir. Car à une époque où tout le monde réagit sans réfléchir, celui qui garde son calme devient une force impossible à briser. Être serein n'est pas être indifférent, c'est maîtriser l'art de ne pas être emporté par le chaos. C'est regarder le problème sans se laisser consumer. La sérénité est une discipline mentale qui se cultive chaque jour, dans les moments où la vie vous met à l'épreuve. Quand vous apprenez à rester ferme face à la provocation, à l'erreur, à la perte, vous commencez à comprendre que tout ne mérite pas une réaction immédiate.
La sérénité vous apprend à attendre, à respirer, à observer. Et dans cette pause, vous trouvez la clarté. Beaucoup pensent que le calme est passif, mais c'est tout le contraire. C'est du pouvoir contenu, une direction consciente, une maîtrise émotionnelle. C'est agir quand c'est nécessaire et garder le silence quand la situation exige du contrôle. La sérénité ne vous rend pas plus lent, elle vous rend plus précis. Elle vous permet de voir ce que les impulsifs ne voient pas, de prendre des décisions que les émotionnels ne peuvent pas et de maintenir l'équilibre quand les autres perdent le leur. Entraîner la sérénité nécessite de l'humilité. Cela implique d'accepter que vous ne pouvez pas contrôler le monde, mais que vous pouvez contrôler votre réaction à celui-ci. Cela nécessite de la discipline, car l'esprit cherchera à justifier son désordre par des excuses. Cela nécessite de la patience, car le calme ne se construit pas en un jour, mais dans chaque situation où vous choisissez de ne pas le perdre. Chaque dispute évitée, chaque offense ignorée et chaque pensée négative arrêtée sont des victoires silencieuses qui vous rendent plus fort. La sérénité est aussi une question de perspective. Elle vous rappelle que rien ne dure éternellement, ni le succès, ni l'échec, ni la douleur, ni la joie. Quand vous comprenez cela, vous cessez de vivre à la merci de ce qui se passe et vous commencez à vivre à partir de votre centre. La sérénité n'élimine pas les émotions, elle les ordonne. Elle leur donne leur place sans permettre qu'elles gouvernent votre jugement. Dans le calme, vous découvrez que les problèmes cessent de ressembler à des murs et se transforment en chemins. Les personnes sereines dégagent une autorité sans avoir besoin de l'imposer. Elles inspirent confiance parce que leur énergie ne fluctue pas avec l'environnement. Elles n'ont pas besoin d'élever la voix ou de recourir au drame. Leur stabilité parle pour elles. C'est la raison pour laquelle le monde respecte ceux qui ne se dérangent pas. Parce que dans une société qui récompense la réaction immédiate, garder son calme est une forme de rébellion, une démonstration de véritable pouvoir. Entraîner votre sérénité n'est pas vous éloigner du monde, c'est apprendre à y vivre sans vous perdre dans son bruit. C'est une pratique qui se construit avec une discipline quotidienne, tout comme la force physique. Chaque pensée contrôlée est un muscle mental renforcé. Chaque émotion dominée est une victoire sur le chaos. La sérénité ne se cherche pas à l'extérieur, elle se cultive à l'intérieur, dans l'esprit qui a appris à ne pas se laisser posséder par la peur ou la colère. Lorsque vous atteignez ce niveau de contrôle, rien ne peut vous manipuler. Car celui qui reste serein quand tout tremble démontre que son pouvoir ne dépend pas des circonstances. Entraîner votre sérénité, c'est devenir le type de personne que les autres regardent avec respect, non pas parce que vous inspirez la peur, mais parce que votre calme leur rappelle ce qu'ils n'ont pas encore appris à maîtriser. La sérénité est une force en repos, et celui qui la maîtrise devient inébranlable. 6. Retire-toi sans rancune. Parfois, se retirer est l'acte le plus puissant qu'une personne puisse faire. C'est comme une bougie qui s'éteint de son propre gré avant d'être complètement consumée. Non pas parce qu'elle a perdu sa flamme, mais parce qu'elle a compris que toutes les batailles ne méritent pas sa lumière. Se retirer sans rancune n'est pas une reddition, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que faire un pas en arrière ne signifie pas faiblesse, mais maîtrise de soi. Dans un monde où tout le monde veut avoir le dernier mot, partir en silence est une forme d'autorité. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, ni de prouver ta valeur en restant là où il n'y a plus de respect ou de croissance. La plupart des gens restent par fierté, par peur ou par habitude et finissent par épuiser leur énergie dans des endroits qui ne leur offrent que du vide. Mais celui qui se retire avec sérénité montre que sa paix vaut plus que toute confrontation. La rancune est une chaîne invisible. Elle te lie à ce qui est déjà fini et t'empêche d'avancer. Garder rancune est comme boire du poison en espérant que l'autre souffre. Elle te vole la clarté, la concentration et l'énergie. Se retirer sans rancune, c'est se libérer de ce fardeau, c'est fermer un cycle sans avoir besoin de le détruire. Parce que tu n'as pas besoin de te venger ni de prouver ta supériorité pour guérir, tu as juste besoin d'arrêter de nourrir ce qui ne te nourrit plus. La vraie force n'est pas dans le fait de rester, mais dans le fait de savoir quand partir avec dignité.
Les gens émotionnellement faibles confondent distance avec défaite, mais les sages comprennent que le retrait est une stratégie. Savoir quand s'arrêter est une forme de sagesse, parce que tous les lieux ne méritent pas ta présence, ni toutes les personnes ne méritent une explication. Il y a des silences qui crient plus fort que n'importe quel mot, et des distances qui en disent plus que 1000 discours. Quand tu décides de partir sans rancune, tu envoies un message clair. Ton énergie n'est pas disponible pour la toxicité, ton esprit ne sera pas otage du passé et ton cœur n'a pas besoin de prouver qu'il a raison. Tu t'éloignes non pas parce que tu hais, mais parce que tu as compris que l'amour-propre se démontre aussi par la distance. Celui qui apprend à se retirer calmement ne laisse pas de cicatrices, il laisse des leçons. Se retirer est aussi un acte de respect envers l'autre. Tu ne peux pas changer celui qui ne veut pas changer, ni sauver celui qui résiste à se sauver. Insister sur un lien brisé, c'est perdre du temps et se perdre soi-même. Parfois, le plus grand bien que tu peux faire à quelqu'un est de t'éloigner pour que vous deux puissiez grandir. Il n'y a pas de victoire à rester pour combattre une guerre déjà perdue, seulement de l'usure et de la frustration. Le retrait conscient est une affirmation de pouvoir. C'est regarder la situation avec perspective, accepter que tu as donné le meilleur de toi-même et comprendre que rester là ne fait que te stagner. Celui qui se retire avec sérénité montre qu'il maîtrise ses émotions, qu'il n'agit pas par colère mais par clarté. Tu n'as pas besoin de fermer les portes avec bruit, il suffit de marcher vers l'avant avec la tête haute et la conscience tranquille. Apprends à partir sans rancune, sans explications inutiles, sans drame, simplement parce que ta paix est une priorité. Toute fin ne doit pas faire mal. Certaines signifient renaissance. Quand tu apprends à partir sans rancœur, tu laisses de la place pour le nouveau et pour le vrai. Et c'est là que commence la liberté. Se retirer sans rancune, c'est comprendre que le calme est plus puissant que la vengeance et que lâcher prise ne t'affaiblit pas, ça te purifie. Celui qui sait quand partir, sait aussi comment vivre en paix. 7. Transforme la douleur en force. La douleur est comme le feu. Elle peut vous consumer ou vous tremper, tout dépend de la façon dont vous l'utilisez. Il y a ceux qui brûlent jusqu'à devenir des cendres, et il y a ceux qui apprennent à forger leur caractère au milieu des flammes. La douleur, lorsqu'elle est comprise, ne détruit pas, elle transforme. Transformez vos blessures en leçons, votre frustration en discipline et votre tristesse en élan. Non pas parce que c'est facile, mais parce que rester dans la souffrance, c'est permettre à la blessure de commander, et vous êtes ici pour commander sur elle. Personne n'échappe à la douleur. Nous y faisons tous face sous différentes formes. Une perte, une trahison, un échec, un rejet. Mais la différence entre ceux qui se brisent et ceux qui renaissent réside dans l'interprétation. Le faible demande « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Le fort demande « Pourquoi ?» Le premier cherche des coupables, le second cherche un but. Transformer la douleur en force ne consiste pas à nier ce que vous ressentez, mais à le canaliser vers quelque chose qui vous élève. La douleur vous révèle qui vous êtes lorsque vous n'avez pas de masque. Elle vous enlève les commodités, vous oblige à regarder ce que vous évitiez. C'est inconfortable, mais aussi nécessaire. Sans douleur, il n'y a pas de croissance. Sans pression, il n'y a pas d'évolution. Les personnes les plus fortes ne le sont pas parce qu'elles n'ont jamais souffert, mais parce qu'elles ont appris à ne pas fuir leur souffrance. Elles l'ont regardée en face, l'ont comprise et l'ont transformée en carburant. C'est le processus qui sépare ceux qui survivent de ceux qui ressurgissent. La douleur nettoie aussi. Elle élimine le superficiel, vous montre ce qui compte vraiment. Elle vous apprend à lâcher ce que vous ne pouvez pas contrôler et à vous concentrer sur ce que vous pouvez construire. C'est une forme dure de sagesse, mais la plus efficace. Chaque déception, chaque erreur, chaque chute contient une leçon qui renforce votre caractère. Il n'y a pas de croissance dans le confort, ni de clarté dans le calme. La force intérieure se construit lorsque vous apprenez à marcher avec le poids de la douleur sans perdre votre direction. N'utilisez pas la douleur pour justifier votre amertume, utilisez-la pour démontrer votre résilience. Ne laissez pas votre cœur se durcir, laissez votre esprit s'affiner. Chaque blessure est une opportunité de découvrir votre résistance.
Si la colère apparaît, utilisez-la comme un élan. Si la tristesse arrive, transformez-la en réflexion. Si la déception vous touche, qu'elle devienne le rappel de ce que vous ne permettrez plus jamais. C'est l'alchimie émotionnelle de celui qui a décidé de ne pas être victime de ce qu'il a vécu. La douleur vous donne aussi de l'empathie. Elle vous apprend à comprendre la souffrance des autres, à vous connecter à partir de l'expérience. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais sage. Lorsque vous transformez votre douleur en force, vous cessez de chercher de la compassion et commencez à inspirer le respect. Parce que les cicatrices bien portées racontent une histoire, non pas de défaite, mais de renaissance. N'attendez pas que le temps guérisse tout. Le temps ne guérit pas, il donne de la perspective. La guérison arrive lorsque vous prenez la responsabilité de votre histoire et choisissez de l'utiliser à votre avantage. Transformez la douleur en discipline, en concentration, en détermination. Chaque larme que vous ne gaspillez pas en pitié peut être investie dans la croissance. La vie ne récompense pas celui qui évite la souffrance, elle récompense celui qui la transforme. Lorsque vous y parvenez, rien ne peut vous arrêter, parce que vous n'avez plus peur des dommages ou des pertes. Vous avez appris que même le coup le plus dur peut devenir une source de pouvoir si vous l'assimilez avec sagesse. Transformez la douleur en force, et chaque blessure qui vous a affaibli deviendra le bouclier qui vous protège. Parce que la véritable force ne naît pas du confort, elle naît du feu que vous avez appris à maîtriser sans y brûler. Et lorsque vous atteignez ce point, vous n'êtes plus le même. Vous êtes indestructible de l'intérieur. 8. Projette le pouvoir à partir du calme. Il y a des tempêtes qui effraient par leur bruit et d'autres qui imposent le respect par leur silence. C'est ainsi que se manifeste le pouvoir de celui qui a appris à être calme. Il n'a pas besoin d'élever la voix. Il n'a pas besoin de se montrer supérieur ni de menacer. Sa seule présence génère une sensation d'ordre, comme si sa sérénité mettait en pause le chaos extérieur. C'est la force qui naît de l'intérieur, celle qui ne se feint pas, celle qui se perçoit sans mots. Projeter le pouvoir à partir du calme est le point culminant de la maîtrise de soi, car cela démontre que tu as conquis ce que la majorité ne peut pas contrôler, ton esprit. La société confond intensité avec force. Elle croit que celui qui crie le plus a raison, que celui qui impose par la peur a de l'autorité, que celui qui se vante a du pouvoir. Mais le véritable pouvoir n'a pas besoin de s'exhiber. Il réside dans le regard ferme, dans la posture tranquille, dans la voix qui ne parle que lorsqu'elle a quelque chose à dire. Le calme n'est pas une absence d'énergie, c'est de l'énergie contenue, focalisée et dirigée avec précision. C'est la manifestation d'un esprit qui a appris à maîtriser ses impulsions et qui ne dépend plus du chaos pour se sentir vivant. Lorsque tu projettes le calme, tu transmets le contrôle. Celui qui t'observe sent qu'il ne peut pas te déstabiliser, que tes émotions ne sont pas un champ ouvert, mais une forteresse protégée. Cette sérénité impose sans violence, attire sans effort et convainc sans discours. Il ne s'agit pas de froideur, mais d'équilibre. Tu as cessé de réagir et tu as commencé à répondre. Tu as appris à attendre, à analyser et à agir lorsque le moment est le bon. Dans un monde accéléré, cette patience devient ton avantage. Le calme communique aussi la confiance. Celui qui reste serein démontre qu'il a confiance en lui, qu'il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Cette assurance se ressent. Il n'y a pas de masque qui puisse l'imiter, ni d'apparence qui puisse la remplacer. Le calme est magnétique, car il reflète la maîtrise. Et les personnes qui vivent dominées par le bruit interne sont attirées par celui qui a trouvé le silence au milieu du désordre. Cette différence est ce qui fait que certains intimident sans le vouloir, tandis que d'autres essaient de s'imposer sans y parvenir. Projeter le pouvoir à partir du calme nécessite de la pratique. Ce n'est pas quelque chose qui se réalise du jour au lendemain. C'est le résultat de multiples batailles internes gagnées. C'est le fruit d'avoir appris à respirer avant de répondre, à observer avant de juger et à rester ferme lorsque le reste se brise. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la colère, tu entraînes ton autorité intérieure. Chaque fois que tu choisis de ne rien prouver, tu renforces ta présence.
Cette constance te transforme en quelqu'un qui inspire le respect sans le demander. Ne confonds pas le calme avec la faiblesse. Le calme est la forme la plus pure de maîtrise. Celui qui s'agite montre que l'extérieur a encore du pouvoir sur lui. Celui qui reste serein démontre qu'il n'y a plus rien à l'extérieur capable de perturber son centre. C'est ce type de pouvoir qui ne s'achète pas et ne s'apprend pas avec des discours. Il s'obtient uniquement par l'expérience et la réflexion. Celui qui a connu son obscurité et appris à la contrôler devient inébranlable. Projeter le pouvoir à partir du calme n'est pas cacher tes émotions, mais les diriger. C'est savoir quand ton énergie construit et quand elle détruit. C'est regarder le chaos sans te laisser consumer. Parler quand le silence a déjà dit assez et bouger quand le moment exact l'exige. Lorsque tu atteins cet équilibre, tu n'as plus besoin de prouver ta force, car ton calme la démontre pour toi. Dans un monde qui adore le bruit, la sérénité devient le langage des sages. Et celui qui maîtrise ce langage maîtrise n'importe quel scénario. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Ta façon de parler définit ton destin. Ce ne sont pas les autres, ni la chance, ni le passé. C'est la façon dont tu te décris qui construit tes limites. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas », c'est comme ça que je suis, ou je ne suis pas doué pour ça, tu donnes un ordre à ton esprit, et l'esprit obéit. Ces phrases semblent innocentes, mais ce sont des chaînes. Elles te rendent petit, te convainquent que tu es moins, et le pire, c'est que tu finis par le croire. C'est ainsi que le langage devient l'arme la plus silencieuse de l'autosabotage. Tu n'as pas besoin de crier pour te saboter. Il suffit de parler mal de toi-même tous les jours. Tu le fais quand tu te justifies, quand tu t'excuses, quand tu dis « je suis perfectionniste » pour ne pas prendre de risques ou « j'ai de la malchance pour ne pas essayer à nouveau ». Tu le fais quand tu utilises la peur comme bouclier et le pessimisme comme identité. Et le pire de tout, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Tu penses que tu es honnête, mais ce que tu fais vraiment, c'est nourrir la version la plus faible de toi. Cette vidéo ne cherche pas à te consoler, mais à te réveiller. Parce que si ta vie ne change pas, c'est parce que tu continues à répéter le même scénario interne. Les mots que tu utilises ne décrivent pas seulement ta réalité, ils la créent. C'est pourquoi, tout au long de cette vidéo, tu vas découvrir comment le langage peut être ta prison ou ta libération. Tu vas apprendre à détecter les phrases qui te limitent, à démonter leur signification et à les remplacer par une façon de parler qui te pousse, pas qui te retient. Parce que quand tu changes ta façon de parler, tu changes ta façon de penser. Et quand tu changes ta pensée, tu changes ta vie. 1. Remets en question tes propres croyances. Imagine que ton esprit soit une maison. Chaque pensée est un meuble. Chaque mot que tu utilises pour parler de toi est un mur que tu renforces ou une fissure que tu élargis. Il y a ceux qui vivent dans des manoirs remplis de lumière parce qu'ils ont été construits avec des mots solides, et d'autres habitent des pièces étroites, sans se rendre compte qu'ils ont eux-mêmes élevé les murs. Le langage ne décrit pas seulement ce que tu penses, il le façonne. Et quand tu répètes un mensonge sur toi assez longtemps, ton esprit le transforme en une vérité immuable. C'est pourquoi la première leçon est simple mais puissante. Remets en question tes propres croyances. Pendant des années, tu t'es raconté des histoires qui te limitent. Je ne suis pas bon pour ça. Je ne suis pas né avec du talent. Ça m'arrive toujours. Ce sont des phrases qui semblent inoffensives, mais ce sont des ancres déguisées en sincérité. Les croyances ne sont pas toujours le résultat de la logique, mais de l'habitude. Tu les as héritées, tu les as répétées, et sans t'en rendre compte, tu les as défendues comme si elles faisaient partie de ton identité. Le plus dangereux n'est pas d'avoir une fausse croyance, mais de ne jamais t'arrêter pour l'examiner. Te remettre en question n'est pas une faiblesse, c'est une maturité. Cela signifie observer ton esprit avec la même attention qu'un artisan examine son œuvre avant de continuer. Cela signifie avoir le courage de te demander
Est-ce que ce que je pense de moi est vrai ou est-ce une excuse que j'ai apprise pour ne pas sortir de ma zone de confort? Quand tu poses cette question avec honnêteté, quelque chose change. Tu arrêtes d'obéir aveuglément à ton ancien scénario et tu commences à en écrire un nouveau. Chaque croyance négative agit comme un filtre. Si tu crois que tu ne mérites pas quelque chose, ton cerveau cherchera des preuves pour le confirmer. Mais si tu changes de perspective et dis « je peux apprendre », ton esprit commencera à voir des chemins là où avant il ne voyait que des murs. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides d'optimisme, mais de reconnaître que chaque pensée a des conséquences réelles. L'esprit ne distingue pas ce que tu imagines de ce que tu expérimentes. Donc quand tu te définis de manière limitée, tu entraînes ton cerveau à agir en petit. Les stoïciens enseignaient que le plus grand pouvoir humain réside dans le jugement. Non pas dans les faits, mais dans la façon dont tu les interprètes. Marc Aurèle a écrit que tout dépend de la façon dont tu le vois. Et c'est vrai. Les mots que tu utilises pour regarder le monde déterminent également comment tu l'affrontes. Si tu répètes que tu es maladroit, tu éviteras les défis. Si tu crois que tu n'es pas assez bon, tu ne verras jamais d'opportunités, seulement des menaces. Mais si tu oses remettre en question ce que tu crois de toi, tu verras que beaucoup de tes limites ne sont que des perceptions mal entraînées. Questionner ne signifie pas te détruire, cela signifie te comprendre. C'est te donner l'opportunité de séparer qui tu es de ce que tu as appris à penser de toi. Quand tu changes une seule croyance limitante, toute ta structure mentale se réorganise. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce fermée depuis des années. L'air entre, la lumière entre, et soudain tu peux voir tout ce qui semblait invisible auparavant. C'est la base de toute transformation réelle. Tu ne peux pas grandir si tu continues à croire que tu ne peux pas. Tu ne peux pas avancer si tu continues à défendre l'histoire qui te maintient au même endroit. Remets en question tes pensées, défie tes étiquettes et arrête d'accepter tout ce que ton esprit te dit comme si c'était la vérité. Chaque fois que tu brises une croyance limitante, tu récupères un morceau de ta liberté. 2. Parle avec responsabilité. Les mots sont comme des flèches. Une fois lancées, elles ne reviennent pas. Mais le plus curieux, c'est que la plupart du temps, elles ne visent pas les autres, mais toi. Ce que tu dis de toi-même, ce que tu répètes sans réfléchir, finit par modeler la façon dont tu te vois, agis et décides. Dire « je suis comme ça » n'est pas une description, c'est une sentence. Dire « je ne peux jamais » n'est pas une observation, c'est un ordre. Le langage que tu utilises devient le terrain où tes pensées prennent racine. Et si ce terrain est rempli de négativité ou de résignation, rien de nouveau ne poussera. Parler avec responsabilité signifie assumer le pouvoir de tes mots. Pas seulement envers les autres, mais envers toi. Cela signifie reconnaître que chaque phrase que tu prononces est une affirmation que ton esprit enregistre comme vérité. Quand tu te décris avec des phrases comme « j'ai de la malchance » ou « je suis un désastre », tu n'es pas réaliste. Tu programmes ton esprit pour obéir à cette histoire. Et le pire, c'est que tu cherches ensuite des preuves dans la réalité qui confirment ce que tu as dit. C'est ainsi que naît le cercle de l'autosabotage. Tes mots créent des pensées, tes pensées créent des actions, et tes actions confirment les mots avec lesquels tu t'es défini. Les gens ont tendance à sous-estimer la force de leur langage. Ils parlent sans réfléchir, sans se rendre compte que leur discours interne devient un contrat avec leur destin. Si tu dis tous les jours « je suis fatigué », ton corps l'assume. Si tu répètes « je ne peux plus », ton esprit abandonne avant même d'essayer. Il ne s'agit pas de feindre l'optimisme, mais de parler avec conscience. Dire « j'apprends » au lieu de « je suis mauvais à ça » change complètement la direction de ton énergie. Les mots peuvent être des outils de croissance ou des armes d'autodestruction, selon la façon dont tu les utilises. Parler avec responsabilité implique aussi de réfléchir avant de parler sous l'effet de l'émotion. Les mots lancés dans la colère, la peur ou la frustration construisent presque toujours le regret. Sénèque disait que rien ne ressemble plus à la folie que la colère, et il avait raison. Quand tu parles sans conscience, tu donnes le contrôle de ton esprit à tes impulsions. Mais quand tu choisis tes mots avec intention, tu deviens maître de toi-même.
Chaque conversation avec toi-même est une opportunité de construire ou de détruire ton identité. Si tu te parles comme quelqu'un de faible, ton esprit agira comme quelqu'un de faible. Si tu te parles comme quelqu'un de capable, tu commenceras à agir en conséquence. Parler avec responsabilité, c'est comprendre que les mots ne sont pas seulement de la communication, ils sont une direction. La façon dont tu te parles détermine où tu vas. Pense à ceci. Combien de fois as-tu dit quelque chose juste pour justifier l'inaction? Je n'ai pas le temps, je ne suis pas bon à ça, il est trop tard pour commencer. Ce ne sont pas des vérités, ce sont des échappatoires. Chacune de ces phrases est une façon élégante d'éviter le changement. Parler avec responsabilité, c'est arrêter de te cacher derrière elle. C'est oser utiliser ta voix comme outil de transformation. Le langage est une boussole. Si tu parles toujours à partir de la peur, tu marcheras en cercle. Mais si tu commences à parler avec responsabilité, chaque mot deviendra un pas ferme vers la version de toi que tu veux construire. Parce que quand tu parles avec intention, ton esprit s'aligne, tes actions s'ordonnent et ta vie commence à suivre la direction de tes mots. 3. Accepte la peur et avance. La peur est comme une ombre. Elle est toujours avec toi, même si tu essaies de ne pas la regarder. Tu peux courir autant que tu veux, mais elle ne disparaît pas. Elle change seulement de forme. Certains la cachent derrière des phrases comme « ce n'est pas le moment »,« je ne suis pas prêt » ou « je ne sais pas si je suis à la hauteur ». Derrière chacun de ces mots, il y a de la peur déguisée en prudence. Ce n'est pas que tu ne peux pas le faire, c'est que tu as peur d'échouer, peur de t'exposer, peur de perdre quelque chose qui en réalité ne te fait plus de bien. Mais la peur n'est pas l'ennemi, c'est le signe que tu es face à quelque chose qui peut te faire grandir. Accepter la peur ne signifie pas se rendre à elle, mais arrêter de fuir. C'est reconnaître que ressentir de la peur ne te rend pas faible, ça te rend humain. Tout le monde ressent de la peur, mais tout le monde n'agit pas malgré elle. Ceux qui avancent ne sont pas ceux qui ne ressentent pas la peur, mais ceux qui apprennent à vivre avec sans la laisser diriger leur vie. Si tu attends de ne plus avoir peur pour bouger, tu resteras immobile toute ta vie. La clé est de bouger avec elle à tes côtés, pas derrière toi. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas le faire », ce que tu dis vraiment, c'est « je ne veux pas affronter ce qui me fait peur ». Mais il n'y a pas de croissance sans inconfort. Chaque pas que tu fais hors de ta zone de confort se sent comme un saut dans le vide, mais c'est le seul chemin vers la liberté personnelle. La peur ne disparaît pas avec des pensées positives, elle disparaît avec l'action. Quand tu fais un pas, la peur rétrécit. Quand tu l'affrontes, elle perd de sa puissance. Quand tu la comprends, elle devient un maître silencieux qui t'enseigne jusqu'où tu peux aller. Le langage de la peur est rusé. Il te convainc que tu es réaliste, alors qu'en réalité tu es prisonnier. Je ne suis pas si bon, je n'ai pas de chance, ce n'est pas pour moi. Ce sont des phrases confortables, sûres, mais lâches. Elles te font te sentir protégé tout en te volant ton avenir. Parler avec responsabilité implique aussi comment tu te parles quand la peur apparaît. Au lieu de dire « je ne peux pas », dis « j'ai peur mais je vais le faire quand même ». Cette petite différence change toute la direction de ton esprit. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. La peur se nourrit des scénarios que tu crées dans ta tête, pas des faits. Pense à combien de fois tu as repoussé quelque chose juste par peur de ce qui pourrait arriver. Et quand tu l'as finalement fait, ce n'était pas aussi grave que tu l'imaginais. L'esprit exagère les risques pour te maintenir dans ce que tu connais. Mais ce que tu connais n'est pas toujours ce qui est juste. Accepter la peur est un acte d'intelligence émotionnelle et de pouvoir intérieur. La prochaine fois que la peur te parle, ne la fais pas taire, écoute-la. Demande-lui ce qu'elle essaie de protéger. Peut-être te rappellera-t-elle une vieille blessure, un rejet, une humiliation. Mais comprendre son origine ne signifie pas se rendre, cela signifie se libérer. La peur cesse de te dominer quand tu la nommes et continue d'avancer. C'est la différence entre celui qui grandit et celui qui stagne. Accepter la peur et avancer est la véritable épreuve du caractère. Il ne s'agit pas de ne pas avoir peur, il s'agit de décider qui commande. Et quand tu apprends à marcher avec la peur, chaque pas devient une déclaration de force. Parce que le courage ne se mesure pas par l'absence de peur,
mais par la volonté de continuer à marcher, même lorsque le sol tremble sous tes pieds. La peur n'est pas vaincue, elle est transcendée, et chaque fois que tu le fais, une partie de toi devient invincible. 4. Ose être imparfait. Imagine que ta vie soit une peinture en constante création. Chaque décision, chaque erreur, chaque tentative ratée est un coup de pinceau. Mais beaucoup, par peur de se tromper, n'osent jamais peindre. Ils restent à regarder la toile blanche, attendant le moment parfait, le trait parfait, l'opportunité parfaite. Et pendant qu'ils attendent, le temps s'écoule. La perfection devient une excuse élégante pour ne pas avancer. On confond le désir de bien faire les choses avec l'obsession de ne pas échouer. Et ce qui commence comme une norme de qualité finit par être une cage mentale qui étouffe toute possibilité de croissance. Oser être imparfait ne signifie pas se contenter de moins, mais accepter que le progrès naît toujours de l'erreur. Personne n'apprend sans trébucher, personne n'évolue sans se salir les mains. L'idée que tout doit bien se passer dès le début est une illusion qui tue l'action. Quand tu te permets d'échouer, tu te permets d'avancer. Le perfectionnisme n'est pas une vertu, c'est la peur déguisée en excellence. Peur du jugement, peur du rejet, peur de ne pas répondre à une image qui n'existe même pas. La perfection n'est pas atteinte, elle est poursuivie et cette poursuite sans fin te vole la paix. C'est la voix qui te dit « ce n'est pas assez ». Tu n'es pas prêt, tu peux faire mieux même quand tu le fais déjà bien. Cette voix ne veut pas que tu t'améliores, elle veut que tu te paralyses. Parce que plus tu exiges, moins tu agis. L'action imparfaite a toujours plus de valeur que l'intention parfaite. Si tu attends que tout s'emboîte pour bouger, tu resteras coincé dans un cycle de doute et d'autocritique. La véritable maîtrise n'est pas de le faire parfaitement, mais de le faire avec conscience, apprendre, ajuster et continuer. Les grands artistes, penseurs et leaders ne sont pas allés loin parce qu'ils étaient impeccables, mais parce qu'ils ont osé montrer leurs erreurs et apprendre d'eux. Sénèque disait que l'homme sage ne fuit pas les erreurs, il les affronte. Et c'est ce qui fait la différence entre celui qui progresse et celui qui stagne. Chaque imperfection que tu crains de montrer est une opportunité de grandir. Les gens pensent que la vulnérabilité les rend moins, alors qu'en réalité elle les rend plus humains. Personne ne fait confiance à la perfection, parce que la perfection n'existe pas. Les connexions réelles se construisent à partir de l'authenticité, pas de l'apparence. Quand tu oses être imparfait, tu inspires les autres à faire de même, parce que tu montres que tu n'as pas besoin d'être intouchable pour être précieux. Le perfectionnisme ne te vole pas seulement du temps, il te vole aussi ton identité. Il te transforme en quelqu'un qui cherche l'approbation avant le but. Tu arrêtes d'agir par conviction et tu commences à agir par peur. Mais l'imperfection et la liberté, c'est le rappel que tu peux te tromper et continuer à avancer, que tu peux tomber et rester digne, que tu n'as pas besoin de la validation de personne pour continuer ton chemin. Ose être imparfait, car c'est de cette acceptation que naît la véritable amélioration. La perfection est statique, l'imperfection est mouvement. Chaque fois que tu fais quelque chose, même si ce n'est pas parfait, tu entraînes ton esprit à se concentrer sur le progrès, pas sur la comparaison. Le monde n'a pas besoin de personnes sans défaut. Il a besoin de personnes réelles, avec des cicatrices qui racontent des histoires de dépassement. Si tu attends le moment parfait, il n'arrivera jamais. Si tu oses commencer même avec peur, tu avances déjà. Parce que l'imperfection n'est pas une faiblesse, c'est la preuve que tu es vivant, en processus et en croissance. 5. Transforme la plainte en réflexion. Il y a des gens qui se lèvent chaque jour avec un nuage au-dessus de leur tête. Peu importe le temps, le travail ou la compagnie, ils trouvent toujours quelque chose à critiquer. Ils se plaignent du trafic, de la fatigue, du temps, des autres, du passé et même de l'avenir. Et le pire, c'est qu'ils pensent que cela les libère. Mais en réalité, la plainte ne décharge pas, elle enchaîne. C'est comme essayer d'éteindre un feu en y ajoutant plus de flammes. Plus vous vous plaignez, plus le sentiment d'impuissance qui vous consume se renforce. La plainte ne résout rien. Elle ne fait que réaffirmer l'idée que vous êtes victime de quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Transformer la plainte en réflexion est un acte de maturité.
Il ne s'agit pas de nier ce que vous ressentez, mais de transformer le mécontentement en compréhension. Chaque fois que vous vous entendez vous plaindre, faites une pause et demandez-vous « Qu'est-ce que je fais pour améliorer cela ? Quelle partie de cela dépend de moi ?» C'est la différence entre celui qui se noie dans ses frustrations et celui qui les utilise comme élan. La réflexion transforme le bruit en clarté. Quand vous arrêtez de vous plaindre et commencez à observer, votre esprit cesse de chercher des coupables et commence à chercher des solutions. La plainte est addictive parce qu'elle vous donne une fausse sensation de contrôle. Elle vous fait croire que parler du problème est une action, mais en réalité, vous restez immobile. C'est l'excuse élégante de celui qui ne veut pas agir. Celui qui se plaint constamment ne cherche pas à changer. Il cherche à justifier pourquoi il ne change pas. Et c'est l'un des plus grands actes d'auto-sabotage. Les mots chargés de négativité finissent par modeler votre humeur. Et votre humeur détermine vos décisions. Sénèque disait que l'homme qui se plaint de la vie n'a pas encore appris à vivre. Et il avait raison. Se plaindre du présent, c'est mépriser l'opportunité que vous avez de le transformer. La réflexion, en revanche, vous redonne le pouvoir. Parce que tandis que la plainte pointe du doigt, la réflexion analyse. La plainte blâme, la réflexion comprend. La plainte stagne, la réflexion bouge. C'est la différence entre celui qui mûrit et celui qui se répète la même histoire pendant des années. Lorsque vous apprenez à transformer vos plaintes en pensées conscientes, vous réalisez que beaucoup d'entre elles n'étaient que des distractions. Vous vous plaignez de votre environnement parce que vous ne vouliez pas regarder à l'intérieur. Mais tout changement réel commence là. Si quelque chose vous dérange constamment, ne l'ignorez pas, analysez-le. Demandez-vous ce qu'il vous montre sur vous-même. Peut-être que ce que vous critiquez à l'extérieur est le reflet de quelque chose que vous n'avez pas encore travaillé à l'intérieur. Transformer la plainte en réflexion nécessite aussi de l'humilité. Acceptez que tout ce qui vous arrive n'est pas la faute des autres et que souvent vos décisions ont créé le scénario qui vous dérange aujourd'hui. Cela ne fait pas de vous un coupable, cela fait de vous un responsable. Et la responsabilité vous redonne toujours le contrôle. La prochaine fois que vous ressentirez l'envie de vous plaindre, arrêtez-vous et respirez. Ne parlez pas par impulsion, pensez avec intention. Demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de ce qui vous dérange. Peut-être que la vie ne vous punit pas, peut-être qu'elle vous entraîne. Lorsque vous arrêtez de nourrir l'habitude de la plainte, votre esprit se renforce. Vous arrêtez de gaspiller de l'énergie sur ce que vous ne pouvez pas changer et vous l'investissez dans ce que vous pouvez améliorer. La plainte est du bruit, la réflexion est du pouvoir. Celui qui se plaint se retrouve enfermé dans l'impuissance, celui qui réfléchit trouve une direction. C'est pourquoi, chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme vous l'espériez, changez votre question. Au lieu de « pourquoi moi ?», dites « pourquoi cela ?». Cette subtile différence transforme la douleur en croissance. Et celui qui apprend à penser ainsi cesse d'être une victime de la vie pour devenir son apprenti. 6. Apprends avec humilité. L'orgueil est un bandeau élégant. Il te fait marcher la tête haute, mais les yeux fermés. Beaucoup préfèrent paraître sages plutôt que d'apprendre vraiment. Et ainsi, ils deviennent des experts pour défendre leur point de vue, mais incapables de grandir. L'arrogance n'est pas une force, c'est de la peur déguisée. Peur de reconnaître que tu ne sais pas tout. Peur de paraître faible, peur de lâcher l'illusion de contrôle. Mais l'ironie est que personne n'évolue en se croyant complet. La croissance n'arrive que lorsque tu admets qu'il y a encore quelque chose à apprendre. Apprendre avec humilité n'est pas s'agenouiller, c'est ouvrir les yeux. C'est accepter que chaque personne, chaque erreur, chaque situation a quelque chose à t'enseigner, même quand tu n'aimes pas la leçon. La vie essaie toujours de te montrer quelque chose, mais si ton ego crie plus fort que ta curiosité, tu n'entendras rien. L'apprentissage nécessite un silence intérieur, la volonté de dire « je ne sais pas » sans te sentir moins. Celui qui apprend avec humilité ne cherche pas à avoir raison, il cherche à comprendre. Il y a ceux qui confondent l'humilité avec la faiblesse, mais ce sont des opposés. Le faible se ferme parce qu'il a peur de se tromper. L'humble s'ouvre parce qu'il veut s'améliorer. Dans un monde où tout le monde parle, celui qui écoute attentivement devient plus sage.
Marc Aurèle disait que personne ne peut apprendre ce qu'il croit déjà savoir. Et c'est le plus grand obstacle de l'ego, l'arrogance de croire que tu n'as plus besoin d'apprendre. Chaque fois que tu refuses d'écouter, tu te condamnes à répéter les mêmes erreurs sous des noms différents. L'humilité se reflète aussi dans ta réaction face à la correction. Celui qui se vexe quand on lui montre une erreur ne défend pas sa valeur, il défend son ignorance. Accepter une critique ne signifie pas accepter l'infériorité, cela signifie accepter l'opportunité de grandir. Personne ne se perfectionne seul. Nous avons tous besoin de miroirs qui nous montrent ce que nous ne voulons pas voir. Mais seul l'humble a la maturité de se regarder avec honnêteté. Apprendre avec humilité implique aussi de désapprendre. Lâcher les vieilles croyances, les vérités absolues, les schémas qui ont fonctionné une fois mais qui te limitent aujourd'hui. Ce qui t'a servi hier peut te gêner demain. L'esprit flexible s'adapte, l'esprit rigide se brise. Celui qui s'accroche à son ancienne version de lui-même stagne. La connaissance n'est pas une collection de réponses, c'est une disposition constante à poser de nouvelles questions. La vraie sagesse ne cherche pas à se montrer, elle cherche à servir. Elle ne se vante pas de ce qu'elle sait, elle applique ce qu'elle apprend. L'humilité n'est pas penser moins de toi, c'est penser moins à toi. C'est reconnaître qu'il y a toujours quelque chose de plus à comprendre et que chaque personne qui croise ton chemin a une leçon à apporter, même celle qui te dérange. Parfois, les enseignants n'arrivent pas sous forme de guide, mais de défis. Si tu penses que tu sais déjà assez, la vie se chargera de te rappeler le contraire. Chaque erreur, chaque chute, chaque déception porte le message que tu as encore quelque chose à apprendre. Mais seul l'humble peut le voir. Les autres restent à se plaindre du coup sans comprendre la leçon. Apprendre avec humilité est un acte d'intelligence. Il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances, mais de les transformer en conscience. Le sage ne se vante pas de ce qu'il sait, il démontre ce qu'il a compris. Et celui qui comprend vraiment laisse la vie lui enseigner sans résistance. Parce que pendant que l'arrogant cherche à avoir raison, l'humble cherche à avoir de la clarté. Et la clarté, pas la raison, est ce qui te libère de l'ignorance. 7. Organise tes priorités. La vie moderne ressemble à une pièce remplie de bruit. Tout semble urgent, tout semble important. Et sans t'en rendre compte, tu passes la journée à éteindre des incendies qui ne s'éteignent jamais. Tu réponds à des messages, tu respectes des engagements, tu rends des services, tu travailles sans relâche, mais à la fin de la journée, tu as l'impression de ne pas avoir avancé. C'est comme courir sur un tapis roulant, beaucoup de mouvements, aucun progrès. C'est ce qui se passe lorsque tu vis sans priorité. Quand tout est urgent, rien ne l'est vraiment. Et le chaos qui t'entoure ne vient pas toujours du monde, il vient du désordre que tu as en toi. Organiser tes priorités ne consiste pas à organiser une liste de tâches, mais à redéfinir ta vie. C'est décider ce qui mérite ton temps, ton attention et ton énergie, et ce qui ne fait que te drainer petit à petit. Les gens sont épuisés, non pas parce qu'ils font beaucoup, mais parce qu'ils font trop de ce qui n'a pas d'importance. Ils courent après l'approbation, la reconnaissance, le divertissement constant et négligeant ce qui nourrit vraiment leur esprit et leur âme. Il arrive un moment où tu dois t'arrêter et te demander « Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de la personne que je veux être ?» Cette simple question a le pouvoir de mettre de l'ordre dans toute ton existence. Le problème n'est pas de manquer de temps, mais de manquer de direction. Lorsque tes journées sont remplies de distractions, ton objectif se dilue. Marc Aurèle a écrit que celui qui poursuit trop de choses n'atteint aucune. Et il avait raison. La dispersion mentale est l'ennemi silencieux de la croissance. Elle te vole ta concentration, te confond, te fait te sentir productif alors que tu es juste occupé. En revanche, celui qui vit avec des priorités claires ne court pas, il avance. Il sait quand dire non, il sait quand s'arrêter, et il comprend que le repos fait aussi partie du progrès. Organiser tes priorités implique aussi de mettre les gens à leur place. Tout le monde ne mérite pas ton temps, ni ton énergie. Beaucoup te distraient avec des drames, des plaintes ou des demandes sans but. Apprendre à dire non est une des formes d'amour-propre les plus puissantes, non pas envers eux, mais envers toi. Parce que lorsque tu dis non à ce qui ne t'apporte rien, tu dis oui
à ce qui compte vraiment. Le désordre n'est pas seulement dans ton agenda, il est aussi dans ton esprit. La plupart des gens sont saturés parce qu'ils ne savent pas distinguer l'urgent de l'important. L'urgent crie, l'important murmure. Le bruit des exigences externes te fait oublier les besoins internes. C'est pourquoi il est nécessaire de s'arrêter, respirer, évaluer, te demander honnêtement si ce que tu fais chaque jour reflète ce que tu valorises vraiment, ou si tu te contentes de répondre aux attentes des autres. Organiser tes priorités ne signifie pas devenir froid ou calculateur, mais conscient. C'est vivre avec intention. C'est savoir que chaque minute investie dans quelque chose de sans importance est une minute que tu voles à ton but. La discipline de la concentration ne consiste pas à contrôler le temps, mais à contrôler ton attention. Parce que là où va ton attention, va ta vie. Chaque jour, tu dois choisir, être l'esclave du bruit ou le maître de ta direction. Le monde va te demander tout le temps, mais c'est toi qui décides à quoi tu réponds. Et cette décision définit ton destin. Tout ce qui est urgent ne mérite pas ta réaction. Et tout ce qui est important n'exige pas ton sacrifice. Apprends à distinguer, à prioriser et à protéger ce qui te construit vraiment. Au final, il ne s'agit pas d'avoir du temps pour tout, mais d'avoir de la clarté pour l'essentiel. Parce que la vie ne se mesure pas parce que tu fais beaucoup, mais parce que tu choisis bien. Et lorsque tu organises tes priorités, ton esprit se calme, ton énergie se concentre et ton but devient visible. Tout commence lorsque tu arrêtes de vivre pour accomplir et que tu commences à vivre pour avancer. 8. Redéfinis-toi chaque jour. Il y a des gens qui s'accrochent tellement à leur passé qu'ils finissent par vivre dans des ruines. Ils continuent à défendre des versions d'eux-mêmes qui n'existent plus, des attitudes qui ne fonctionnent plus et des croyances qui ne leur servent plus. Ils s'identifient à ce qu'ils étaient et oublient que la vie ne demande pas de permanence, mais d'évolution. Se redéfinir n'est pas changer par caprice. C'est avoir le courage de lâcher les anciennes versions de toi qui ne correspondent plus à ce que tu es destiné à être. C'est comme nettoyer un miroir embué. Sous toute cette brume de peur, de culpabilité et d'habitude, ton véritable reflet est toujours là, attendant d'être vu clairement. Se redéfinir chaque jour signifie comprendre que tu n'es pas terminé. Tu es une œuvre en cours. Et le changement n'est pas une trahison de qui tu étais, c'est une loyauté envers qui tu peux devenir. Beaucoup confondent la cohérence avec la stagnation. Ils pensent que rester fidèle à soi-même signifie ne jamais changer. Mais la véritable fidélité est envers ta croissance, pas envers tes vieilles habitudes. Ce qui était une vérité hier peut être une limitation aujourd'hui. Ce qui t'a protégé hier peut te freiner aujourd'hui. Si tu n'oses pas te réinventer, la vie le fera pour toi. Et elle le fera durement. Se redéfinir implique aussi de cesser de te justifier. Chaque fois que tu dis « c'est comme ça que je suis », tu mets un point final à ton développement. C'est une phrase confortable, mais dangereuse. C'est la façon la plus subtile de renoncer au changement. Personne ne naît avec un caractère immuable. Tu le construis avec chaque choix. Si tu répètes que tu es impatient, négatif ou méfiant, tu continueras à agir en conséquence. Mais si tu décides de te voir différemment, ton comportement commence à s'aligner avec cette nouvelle vision. Tu n'es pas une étiquette, tu es une possibilité. Marc Aurèle disait que la vie est ce que tes pensées en font. Se redéfinir commence dans ton esprit. Tu n'as pas besoin de te réinventer complètement chaque jour, mais tu dois avoir l'humilité de vérifier si ce que tu penses, fais et dis représente toujours ta vérité actuelle. La rigidité mentale est l'ennemi du progrès. Chaque jour est une occasion d'ajuster, de lâcher prise, d'améliorer. Celui qui se redéfinit consciemment ne cherche pas l'approbation externe, il cherche la cohérence interne. La peur du changement provient de l'attachement à l'identité. Il est rassurant de croire que tu sais qui tu es, même si cela te limite. Mais le véritable pouvoir est de te permettre de dire « je ne suis plus cette personne ». Non pas parce que tu renies ton passé, mais parce que tu l'as surmonté. Se redéfinir, c'est apprendre à mourir en petites parties tous les jours pour renaître plus sage, plus serein, plus libre. C'est accepter que grandir fait aussi mal, mais que stagner fait beaucoup plus mal. Tu dois aussi te redéfinir face à l'échec.
Ce que tu interprétais auparavant comme une défaite peut maintenant être une leçon. Ce qui te faisait mal avant peut maintenant être une force. Chaque erreur, chaque perte, chaque déception a un but que tu ne comprends que lorsque tu cesses de te voir comme une victime et que tu commences à te voir comme un apprenant. Se redéfinir, c'est changer l'histoire que tu te racontes sur ce que tu as vécu. Et quand tu changes l'histoire, le sens change, et avec lui ton futur. Se redéfinir chaque jour n'est pas une tâche d'un seul moment, c'est une pratique quotidienne. Cela nécessite du courage, de la connaissance de soi et du silence. Du courage pour lâcher le vieux, de la connaissance de soi pour choisir le nouveau et du silence pour t'écouter sans distraction. Parce que le monde voudra te dire qui tu devrais être, mais seul toi peux décider qui tu es vraiment. Ne te définis pas par ce que tu as fait, définis-toi par ce que tu es prêt à faire. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. 1. Arrêtez de chercher l'approbation extérieure. Tu te vois en train de vérifier les notifications sur ton téléphone, attendant ce message qui n'arrive jamais. Tu publies tes réalisations, tes progrès, tes meilleurs efforts, et tu le fais presque automatiquement. Comme si chaque petit succès nécessitait l'approbation immédiate d'un groupe d'inconnus ou, pire encore, d'amis qui ne sont même pas vraiment attentifs. Chaque réaction, chaque like, chaque mot de reconnaissance devient une sorte de monnaie émotionnelle. Une dette que tu crois que les autres ont envers toi juste pour exister, juste pour essayer, juste pour faire des efforts. Et quand les applaudissements n'arrivent pas, tu commences à sentir le poids sur ta poitrine, une frustration que tu te répètes que ça n'a pas d'importance, mais tu le sais bien. Ça t'importe, et bien plus que tu ne veux l'admettre. Le problème est que tu vis ainsi attaché à un mécanisme mental qui ne t'appartient pas. Tu attends que le monde te donne la permission de te sentir suffisant, comme si ta valeur dépendait d'un pouce levé sur un écran ou du regard approbateur de quelqu'un qui ne s'est même pas arrêté pour comprendre ce que ton effort a coûté. C'est brutal à dire, mais personne n'est obligé de te reconnaître quoi que ce soit. Personne ne te doit compréhension, ni compassion, ni même respect simplement parce que tu traverses une période difficile. Le monde continue, froid et pressé, et les autres sont trop occupés à compter leur propre monnaie émotionnelle pour se soucier des tiennes. C'est la réalité qui fait le plus mal à accepter, car elle heurte de front la fantaisie enfantine selon laquelle, si tu fais suffisamment d'efforts, quelqu'un viendra te sauver, te féliciter, te dire que tu as de la valeur. Cela ne va pas arriver. Si tu attends d'être reconnu, tu vas te vider de l'intérieur. C'est comme si tu déposais de l'énergie chaque jour dans un compte bancaire qui ne te rapportera jamais d'intérêt. Personne ne fera de ta douleur un drapeau. Personne ne portera ton poids. Personne n'applaudira tes décisions difficiles quand personne ne regarde. Et c'est précisément là que se trouve l'opportunité, le point de rupture où soit tu restes à pleurer pour ce qui n'arrive pas, soit tu te relèves et comprends que la seule reconnaissance valable est celle que tu te donnes à toi-même, car tu es le seul à savoir ce que cela t'a coûté. Lorsque tu cherches l'approbation extérieure, tu vends ton autonomie pour des miettes. Tu as remis le contrôle de ton bien-être à la volatilité de l'humeur des autres. Aujourd'hui, ils sont souciants. Demain, tu n'existes pas. Tu vis en fonction du qu'en dira-t-on, filtrant chaque action à travers l'attente des autres, comme si tu étais un acteur attendant que le public ne te hue pas. Mais la vérité est autre. La plupart des gens ne prêtent même pas attention à ton rôle. Tu t'épuises à essayer de t'intégrer, de plaire, de ne pas déranger, et à la fin, tu finis par perdre le respect de toi-même. Parce que vivre en attendant des applaudissements est la manière la plus sûre de devenir esclave des autres. L'autosuffisance commence au moment où tu réalises que personne ne viendra te sauver de ta propre médiocrité, et que le seul chemin vers la force est d'assumer chaque décision sans attendre qu'on la célèbre. Marc Aurèle l'a écrit sans fioriture. La meilleure façon de se venger est de ne pas leur ressembler. Ne cherche pas de validation là où il n'y a que de l'indifférence. Ne mendie pas d'attention là où il n'y a que du bruit. Sénèque disait que celui qui cherche l'approbation de la foule se perd lui-même dans le processus. Et il avait raison.
Chaque fois que tu remets tes réalisations à l'opinion des autres, tu te vides un peu plus de l'intérieur. L'intégrité ne se négocie pas avec des likes. La véritable force se forge dans le silence des actes que personne ne voit. Tu n'as pas besoin de témoins pour être intègre. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour être fort. Tant que tu attends que les autres te reconnaissent, tu vas continuer à être faible. Il n'y a pas d'autre mot. Arrête de chercher à l'extérieur ce que tu ne peux construire qu'à l'intérieur. Personne ne portera ton poids. Personne ne paiera ta dette. L'autosuffisance ne se transmet pas. Elle se cultive chaque jour. La reconnaissance est un piège. L'autosuffisance, la seule issue. Que cela soit clair. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour être complet. La véritable discipline est de faire ce qui est juste même si personne ne regarde. 2. Prends la responsabilité de ton propre destin. Je dois l'admettre, pendant des années, j'ai porté l'espoir secret que, à un moment donné, quelqu'un viendrait me dire que j'étais sur la bonne voie. Je croyais que si je supportais suffisamment, si je faisais ce que je devais, si je supportais le poids sans trop me plaindre, une sorte de justice invisible viendrait me poser une main sur l'épaule. Mais cela ne s'est pas produit. Je me souviens de journées entières à rentrer chez moi après des journées lourdes, fermant la porte derrière moi et laissant le silence s'étirer sur les murs, espérant entendre un signe que tous ces efforts avaient un sens. Il n'y avait que l'écho sourd de mes propres pensées, la fatigue accumulée dans les muscles, la fatigue mentale d'avoir soutenu une vie qui parfois semble ne pas te donner de répit. Personne n'est apparu. Personne n'est demandé si j'avais besoin d'aide. Personne n'est venu alléger le poids. Le monde a continué de tourner, indifférent. Et là, dans ce vide brut, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'inconfortable. La seule présence constante était moi-même, avec mes mains vides et ma responsabilité intacte. Vivre en attendant que d'autres te sauvent, c'est comme s'asseoir dans une gare où aucun train ne passe jamais. Tu restes là, voyant le temps s'écouler sous ta peau, les bras croisés, le regard perdu entre les carreaux, ressentant le poids de chaque minute gaspillée. Les gens marchent autour de toi, avec leurs propres bagages, leurs préoccupations dessinées sur leur visage, et ils ne te regardent même pas. Ils sont aussi trop occupés à survivre. Il est facile de rester piégé dans la fantaisie que le simple fait de s'efforcer suffit pour que la vie ait pitié, pour que quelqu'un enfin te sorte de la file et te reconnaisse comme quelqu'un de précieux. Mais la réalité est plus rude. La réalité est que tout ce que tu ne prends pas en charge, tout ce que tu délègues à la compassion des autres, finit par pourrir en toi. La responsabilité que tu ne prends pas devient une dette qui s'accumule, une fracture qui s'aggrave chaque jour. Parfois, devant le miroir, tu cherches des réponses dans les yeux fatigués qui te renvoient ton regard. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de rédemption automatique. Ce que tu vois est ce qu'il y a. Un type qui reste debout simplement parce qu'il n'a pas d'autre option. Et c'est la vérité que peu osent dire. Personne ne va vivre ta vie à ta place. Personne ne va porter tes décisions, ni tes erreurs, ni ta honte. C'est ton devoir, même si cela ne te plaît pas. L'âge adulte arrive quand tu comprends que la liberté n'est pas d'avoir moins de poids, mais de choisir comment le porter. L'indépendance, c'est apprendre à répondre de chaque acte, même de ceux qui te font mal. Si tu échoues, tu corriges. Si tu tombes, tu te relèves. Si tu doutes, tu avances quand même. Il ne s'agit pas de te durcir pour que rien ne t'affecte, mais d'accepter que la seule certitude est ta capacité à répondre à ce qui t'arrive. Le geste de relever la tête même si personne ne te voit, d'organiser ton espace, même si tu sais que personne ne va applaudir, de tenir ta parole, même si cela coûte, ce sont des actes invisibles qui construisent le caractère de quelqu'un qui prend en charge son destin. Il n'y a pas de héros secret qui t'attendent. Il n'y a pas de justice magique, juste la discipline quotidienne, la constance silencieuse et l'honnêteté brutale de se regarder sans fioriture. Prendre ses responsabilités, c'est cesser de négocier avec le confort et commencer à entraîner le muscle de l'autodiscipline. C'est difficile, oui. Mais l'alternative est bien pire. Rester là à attendre que la vie change par compassion, alors que la vie ne se donne même pas la peine de regarder. Le destin ne s'hérite pas.
il se construit avec chaque décision inconfortable. Personne n'écrira ton histoire à ta place. Assume ce qui t'incombe, même quand cela fait mal. La seule issue est vers l'avant, même si cela fait plus mal que tu ne l'avais espéré. Celui qui ne prend pas ses responsabilités se condamne à l'impuissance. La liberté est un fardeau que seuls ceux qui osent le porter supportent. 3. Transformer l'indifférence en résilience. Personne ne se soucie de savoir si vous tombez ou si vous vous relevez. C'est la réalité qui fait mal à reconnaître, mais c'est aussi celle qui vous donne le pouvoir de décider ce que vous allez faire du mépris, de l'indifférence, du silence face à vos efforts. Pendant longtemps, au fond de vous, vous continuez à espérer que le monde vous rendra quelque chose pour les fois où vous avez dû ravaler votre fierté, supporter la douleur ou avancer sans relâche. Mais le monde ne paye pas d'intérêt sur la souffrance. Au fond, vous savez que peu importe à quel point vous êtes fatigué ou à quel point la chute a été forte. Personne ne compte vos batailles, personne n'enregistre vos défaites, ni n'applaudit vos victoires solitaires. Cette indifférence peut sembler être une condamnation, un mépris qui s'ajoute au poids que vous portez déjà, mais c'est aussi le terreau fertile où la résilience peut prendre racine si vous avez le courage de la regarder en face. Le premier réflexe est de résister. Vous vous demandez pourquoi personne ne semble faire attention, pourquoi les autres ne voient pas l'effort que vous mettez à avancer, à vous maintenir lorsque ce serait plus facile de tout lâcher. Cette question vous ronge de l'intérieur jusqu'à ce que vous compreniez qu'elle se nourrit d'une attente erronée. Vous pensez que votre douleur devrait importer, que votre lutte mérite reconnaissance. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Chaque fois que vous attendez un geste d'intérêt extérieur, vous devenez prisonnier de cette attente, dépendant d'une validation qui n'arrive jamais. Il est facile de tomber dans le piège de l'autocompassion, de penser que l'indifférence est une injustice. Mais la vérité est que l'indifférence n'est pas une attaque, c'est l'état naturel d'un monde occupé à survivre. C'est ici que la psychologie profonde exige de vous une honnêteté inconfortable. La plupart de vos blessures émotionnelles sont ouvertes, parce que vous insistez à attendre quelque chose que personne ne va vous donner. Transformez cette indifférence en un espace d'entraînement. Chaque fois que vous vous trouvez à attendre du soutien ou de la reconnaissance, observez-vous avec froideur. Demandez-vous pourquoi vous avez besoin que quelqu'un d'autre valide votre processus. Vous verrez que, derrière ce besoin se cache la peur d'être seul face à vos propres limites. L'indifférence de l'environnement est, en réalité, un miroir brutal de votre autonomie. Si vous parvenez à cesser de lutter contre elle et commencez à l'utiliser comme résistance, comme un poids supplémentaire dans l'entraînement de votre caractère, quelque chose change. La résilience n'est pas de l'insensibilité, ce n'est pas devenir de pierre. C'est apprendre à supporter le vide sans le remplir de fantasmes. C'est construire une structure interne qui ne s'effondre pas chaque fois que vous êtes ignoré. Parce que l'indifférence n'est pas la cause de votre souffrance, c'est le déclencheur qui active vos propres insécurités, vos doutes non résolus, vos carences émotionnelles. Si vous comprenez cela, vous commencez à utiliser l'indifférence comme matière première. Vous vous demandez ce que vous pouvez construire dans cet espace où personne ne vous regarde, où il n'y a pas de témoin, où ne restent que vos propres standards et votre parole. Chaque fois que vous parvenez à avancer sans que personne ne le remarque, chaque fois que vous terminez une tâche difficile et que personne ne le célèbre, chaque fois que vous vous maintenez seul par discipline, vous formez le muscle de la résilience. Le véritable respect de soi naît lorsque vous cessez de mendier de l'attention et commencez à reconnaître votre valeur en privé. Ce n'est qu'alors que vous êtes libre. Libre du chantage émotionnel, libre de la peur de ne pas être vu, libre du piège de l'approbation. Laissez l'indifférence faire son travail. Que le monde entier vous ignore si nécessaire. Tant que vous ne vous ignorez pas, tant que vous continuez à mettre le poids sur la balance et à décider de le porter, chaque jour vous devenez moins dépendant de ce qui se passe à l'extérieur. La véritable force n'a pas besoin de témoins, elle a seulement besoin de décisions. Vous n'avez pas besoin qu'on vous célèbre pour être fort. Ce que l'on ne vous reconnaît pas, vous le transformez en discipline. Il n'y a pas d'acte de résilience plus grand que d'avancer même si personne ne regarde. 4. Renforce ton intégrité sans témoin. L'intégrité se mesure quand personne ne te regarde. C'est le véritable test, celui qui ne peut pas être falsifié ni maquillé. Si tu veux comprendre comment construire une vie solide, tu dois analyser tes décisions les plus petites, celles que tu prends en privé, loin de toute scène. Là, il n'y a pas de témoin,
pas de public ni de récompense. Il n'y a que ton jugement face à la tentation de faire ce qui est facile, rapide, ce que personne ne détecterait. L'intégrité n'est pas une pose pour la galerie. Ce n'est pas le discours que tu répètes, ni l'image que tu projettes, mais la somme exacte de tes actions quand tu n'as que toi-même comme juge. En fait, une grande partie de la faiblesse personnelle naît dans ces moments où tu cesses d'exiger le meilleur de toi-même parce qu'il n'y a pas de conséquences externes et immédiates. Le problème est que chaque fois que tu te permets de te trahir en privé, même dans des détails minimes, tu érodes la structure interne sur laquelle repose ton respect de soi. Si tu regardes avec honnêteté les mécanismes derrière le manque d'intégrité, tu te rends compte qu'il y a presque toujours une justification prête. Personne ne va s'en rendre compte. Aujourd'hui, ça n'a pas d'importance. Je compenserai plus tard. Ce sont des excuses qui semblent inoffensives, mais qui, accumulées, deviennent le principal obstacle à l'autosuffisance. Il n'y a pas de véritable croissance tant que tu continues à négocier tes principes dans l'invisible. Chaque concession privée est une dette qui se multiplie, car tu t'habitues à vivre sous un double standard. Un public et un secret. Cette fracture est ce qui finit par remplir ton esprit de bruit, créant insécurité, doute et la sensation que tu n'es pas à la hauteur. L'intégrité n'admet pas de raccourci. Soit tu es, soit tu n'es pas. Il n'y a pas de juste milieu qui te sauve de toi-même. La psychologie profonde l'explique clairement. La cohérence interne est le pilier de l'estime de soi stable. Quand tes actes privés contredisent tes valeurs déclarées, une dissonance s'active qui commence à ronger ta confiance. Peu importe combien tu fais semblant, combien tu parles ou combien tu publies. Si ton comportement dans la solitude est faible, ta perception de toi-même s'affaiblit également. C'est pourquoi les stoïciens insistaient tant sur la vigilance de ses propres pensées, sur la révision constante de son comportement, surtout quand personne n'observe. La discipline que tu appliques hors des projecteurs est celle qui détermine la véritable qualité de ton caractère. Ce que tu répètes en privé devient ta nature. Il y a une décision fondamentale que tu dois prendre. Soit tu deviens ton propre superviseur, soit tu te soumets à la tyrannie de toujours chercher un témoin qui t'oblige à respecter tes engagements. La maturité arrive quand tu cesses d'avoir besoin du regard des autres pour faire ce qui est juste. C'est inconfortable, car cela signifie abandonner le confort de l'excuse et entrer dans le domaine de la discipline sans applaudissements. Mais c'est le seul chemin vers un respect de soi solide, celui qui ne dépend pas des fluctuations externes. L'intégrité est le contrat silencieux que tu signes avec toi-même chaque jour. Si tu ne le respectes pas, même si personne ne le remarque, tu le payes ensuite sous forme d'insécurité et de mépris de soi. Si tu cherches de la force, commence par là. Non pas parce que c'est héroïque, mais parce que c'est efficace. La discipline en privé réduit l'usure de la culpabilité, élimine le besoin de faire semblant et te redonne le contrôle sur ta vie. Celui qui veille à son intégrité sans témoin entraîne la force la plus difficile. Celle d'agir par conviction, non par obligation. Personne ne va te féliciter pour ce que tu fais quand personne ne regarde. Mais c'est là que se définit ta véritable valeur. L'intégrité n'a pas besoin de public. Elle a seulement besoin de décision. Si tu n'es pas intègre seul, tu n'es pas intègre du tout. 5. L'effort n'importe que pour toi. L'effort est comme dépenser de l'énergie dans un moteur que seul toi entends fonctionner. Tu peux transpirer, tu peux t'épuiser, tu peux te donner à fond en serrant les dents, mais le bruit de ce moteur ne fait pas perdre le sommeil à personne d'autre. Les autres sont trop occupés à accorder leurs propres engrenages, à réparer leurs défaillances, ou simplement à ignorer le bourdonnement de fond qui ne les concerne pas. Ton sacrifice est invisible, et ce n'est pas parce que le monde est cruel, mais parce que c'est la réalité. Chacun vit dans son propre système fermé. Ce qui te pèse, aux autres, ça ne les effleure même pas. Ça ne sert à rien d'attendre que le reste du monde valorise l'essence que tu as brûlée pour arriver ici. Car le seul qui sait ce que ça a coûté d'allumer ce moteur, c'est toi. Et si tu insistes encore pour dire que ton effort mérite une médaille, une ovation ou au moins une tape dans le dos, tu perds ton temps et ta dignité. Personne ne va payer pour le carburant que tu as dépensé, personne ne va réparer l'usure de tes pièces, personne ne va remplir ton réservoir quand tu seras à sec. C'est la vérité sans anesthésie. Arrête de nourrir l'illusion que ton sacrifice est un investissement que l'univers va te rendre avec des intérêts.
Ça ne fonctionne pas comme ça. L'effort n'importe que pour toi, parce que seul toi en souffre, seul toi te transforme, seul toi porte ses conséquences. Si tu veux de la reconnaissance, tu joues sur le marché le plus cher et le plus ingrat, celui de la validation des autres. Là, seules sont acceptées des monnaies émotionnelles fausses, qui perdent leur valeur dès que l'humeur du public change. Veux-tu vraiment hypothéquer ton bien-être à ce type d'intérêt variable? Chaque fois que tu travailles en attendant des applaudissements, tu deviens client d'une illusion qui ne se concrétisera jamais. Tu te trompes en croyant que le monde prend note, à un moment donné, quelqu'un va se retourner et dire « ce type a tout donné, il mérite quelque chose en retour ». Non, personne ne tient tes comptes, personne ne compte tes heures, personne ne compte tes chutes. L'effort est une dette que seul toi peux rembourser. Il n'y a pas de tribunal, pas de jury, pas de juge externe qui va décider que c'est suffisant, que tu mérites un repos ou une récompense. Arrête de chercher des excuses dans la fatigue, d'excuser ta médiocrité par le manque d'applaudissements. Combien d'autres prétextes as-tu besoin pour admettre que ta vie ne t'importe que à toi? L'effort n'est pas un billet d'entrée à la compassion des autres, ni un argument valable pour négocier le respect. C'est simplement le péage privé que tu payes pour te rapprocher de la vie que tu veux. Si ça te fait mal, très bien. C'est un signe que tu es en mouvement. Mais n'attends pas que ça importe à quelqu'un d'autre. Si tu ne comprends pas cela, tu vas devenir le martyr éternel de ton propre film, répétant le même rôle de victime et exigeant une reconnaissance qui ne viendra jamais. Personne ne récompense le sacrifice invisible. Personne n'applaudit la sueur des autres. La véritable force est d'accepter que l'effort ne pèse que sur ta balance. Si le monde ne te reconnaît pas, tant mieux. Plus d'espace pour te prouver à toi-même que tu peux porter ce qui t'incombe. Ne cherche pas de témoins, ne mendie pas de validation. Fais ce que tu dois faire parce que c'est nécessaire, pas parce que quelqu'un va te remercier. L'autosuffisance est l'art de ne rien attendre de personne. Cela doit être ta ligne de base. Si tu es capable de te tenir seul quand personne ne regarde, de continuer à t'exiger même s'il n'y a pas de public ni de prix, alors oui, tu peux te dire fort. Le reste n'est que du bruit, du théâtre, le masque de ceux qui ne supportent pas encore leur propre poids. L'effort n'importe que pour toi. Tout le reste n'est qu'un ego blessé, une faiblesse déguisée, le dernier refuge de celui qui n'ose pas porter sa propre vie. Fais en sorte que ça compte pour toi, car pour le reste du monde, simplement, ça ne compte pas. 6. N'attends pas de reconnaissance, agis de la même manière. Tu fermes la porte en rentrant du travail et la première chose que tu fais est de laisser les clés sur la table, laissant échapper un soupir lourd. L'endroit est comme toujours. Le même verre oublié près de l'évier, la lumière froide de l'écran allumée dans le salon, le silence à peine interrompu par le bourdonnement du réfrigérateur. Tu enlèves tes chaussures avec des mouvements lents, sentant la fatigue dans tes pieds et dans tes épaules, et tu te demandes si quelqu'un, quelque part, perçoit l'effort que t'a coûté de rester debout aujourd'hui, même si personne ne l'a remarqué. Tu observes les marques de la journée sur tes propres mains, te remémorant les petites décisions que tu as prises depuis le matin. Tu t'es levé avant le réveil, tu as tenu tes promesses, tu as supporté des commentaires, tu as avalé des malentendus, et tu as continué, une tâche après l'autre, sans applaudissements ni signe que cela importait. L'air semble plus dense lorsque tout cela s'accumule et, pourtant, tu sais que demain t'attend la même chose. Personne ne viendra te féliciter pour ne pas avoir abandonné. Personne ne notera les détails. Les fois où tu as choisi de ne pas céder à la paresse, l'autocontrôle que tu as exercé quand personne ne regardait, les renoncements minimes et l'effort que personne n'a demandé mais que tu as quand même fourni. Là, dans cette routine invisible, se trouve le piège. La fantaisie subtile que si tu fais ce qu'il faut, quelqu'un finira par reconnaître ta constance, ta capacité à tenir bon. Mais la réalité est autre. Le monde ne récompense pas la persévérance silencieuse. La reconnaissance que tu cherches n'arrive jamais, et si elle arrive, elle est toujours moins que ce que tu imaginais. Les gestes qui te rendent fier, seul toi les vois. Pour les autres, ce ne sont que des bruits de fond ou, pire, ils ne font même pas partie de leur radar. C'est inconfortable de l'accepter, mais c'est nécessaire. La reconnaissance externe est, au mieux, un accident. Tu ne peux pas construire ta vie sur l'espoir qu'on te l'accorde.
Si tu choisis d'agir seulement quand tu penses que quelqu'un le remarquera, tu deviens un esclave du regard des autres, lié à la volatilité de l'attention des autres. Ta discipline ne peut pas dépendre des applaudissements. Si tu attends une validation pour accomplir, tu as déjà perdu. Le quotidien est rempli de moments où personne ne voit ce que tu fais. Et personne ne sait combien de fois tu t'es retenu de répondre avec colère, combien de fois tu as choisi le chemin difficile, combien de sacrifices silencieux tu as maintenus juste pour tenir une promesse envers toi-même. C'est là que se forge le véritable caractère, pas dans les grandes prouesses publiques, mais dans la somme d'actes invisibles que seul toi peux mesurer. Si chacune de tes décisions dépend d'un spectateur, tu ne seras jamais libre. La force réside dans le fait d'agir de la même manière, même si personne ne le remarque, même si tu ne reçois pas un mot d'encouragement, même si l'indifférence est la seule chose qui t'entoure. C'est cet entraînement qui compte. L'autosuffisance se construit dans la solitude des petites décisions, celles qui semblent n'importer à personne. Apprendre à agir sans attendre de reconnaissance est un acte de rébellion contre le mécanisme mental qui te pousse à chercher la validation. C'est choisir de porter le poids même si la balance, tu es le seul à la voir. C'est le muscle que tu dois entraîner. La capacité de te tenir debout quand tout est silence à l'extérieur. Si tu dois te le rappeler, écris-le et lis-le chaque jour. Tu n'as pas besoin de témoins pour être fort. La maturité consiste à agir de la même manière, même si personne ne te récompense, même si personne ne sait même ce que cela te coûte. C'est la base de la véritable discipline. Ne t'arrête pas pour attendre des remerciements. Ne fais pas pause dans l'action pour voir si quelqu'un applaudit. Fais ce que tu dois faire parce que c'est toi qui dois vivre avec les conséquences. Les hommes véritablement forts ne collectionnent pas les mérites des autres. Ils portent leurs propres résultats, sans annonce ni fanfare. La vie adulte, c'est cela. Faire ce qu'il faut même si personne ne le voit. Ne cherche pas de médaille sur une scène vide. Prends la responsabilité de ton propre standard, car si tu ne te reconnais pas, aucun applaudissement extérieur n'aura de sens. Quand tu acceptes que la reconnaissance n'est qu'un écho passager, tu te libères. La vraie force est d'agir de la même manière. C'est la ligne. Agis de la même manière même si personne ne regarde, même si personne ne remercie, même si personne ne comprend. Le reste n'est que bruit. 7. Construire la discipline depuis la solitude. Je dois reconnaître quelque chose que je n'aime pas admettre. Pendant longtemps, la solitude m'a semblé presque une punition, comme si c'était un signe que je faisais quelque chose de mal, ou que, au fond, je n'étais pas assez pour que les autres veuillent être près de moi. Je me suis habitué à associer la discipline à la compagnie, comme si le fait d'avoir des témoins rendait mes efforts plus valables. Mais après tant de déceptions, d'attendre un mot d'encouragement qui n'arrivait pas, ou un regard compréhensif qui ne s'arrêtait jamais sur moi, j'ai commencé à ressentir quelque chose que j'ai d'abord confondu avec de la résignation, mais que j'ai peu à peu reconnu comme autre chose. La lucidité. Je me suis rendu compte que la plus grande partie de ma force, si j'en avais une, apparaissait précisément dans les jours longs et silencieux, dans ces moments où la seule conversation possible était celle que j'avais avec moi-même, sans masque, sans le filtre du « que vont dire les autres », sans autre incitation que de ne pas céder à mes propres excuses. J'ai compris que la solitude n'était pas une punition, mais le seul terrain où je pouvais commencer à confronter mes faiblesses véritablement, sans distraction ni témoin. L'esprit vous joue des tours quand vous êtes seul. Il vous murmure que vous pouvez relâcher, car personne ne le saura, que vous pouvez reporter cette tâche, que vous pouvez abandonner l'effort, car il n'y a pas de conséquences externes immédiates. Le mécanisme est simple et traître. Votre cerveau cherche le minimum d'effort, la gratification immédiate, la justification facile. C'est là que se définit qui vous êtes vraiment. Parce que la solitude vous confronte à la question inconfortable. Pour qui faites-vous tout cela? Si la réponse est toujours « pour qu'on me voie »,« pour qu'on me reconnaisse », vous devenez esclave d'une attente externe qui vous décevra tôt ou tard. Mais si vous parvenez à changer le focus et commencez à agir pour vous, même si personne ne regarde, même si personne ne reconnaît, la structure interne commence à changer. Cela fait mal. C'est comme désinstaller un vieux programme de votre tête, un qui vous disait que la discipline ne vaut que si quelqu'un la supervise. Vous ne réalisez pas à quel point vous êtes dépendant du stimulus externe jusqu'à ce que vous soyez confronté à la monotonie des jours où personne ne vous exige rien,
Personne ne vous rappelle vos objectifs. Personne ne vous applaudit pour vous lever tôt ou pour rester ferme dans vos principes. Dans ce vide apparaissent les véritables motivations et aussi les véritables excuses. C'est là que se forme la vraie discipline. Non pas celle qui agit sous pression, mais celle qui résiste à la tentation de se trahir quand tout serait plus facile. La solitude révèle vos fractures, mais c'est aussi la seule forge où se solidifient vos décisions. La différence entre celui qui avance et celui qui reste au même endroit réside dans la capacité à supporter le silence, à se mettre à l'épreuve sans témoin et à se tenir debout quand personne ne va le célébrer. L'autodiscipline est un muscle qui ne se développe que dans cet espace privé, où il n'y a ni récompense ni punition visible. Chaque fois que vous décidez de tenir votre parole en solitaire, chaque fois que vous résistez à la tentation de relâcher, parce que personne ne va le savoir, chaque fois que vous faites face à vos propres faiblesses, sans chercher d'excuses externes, vous entraînez quelque chose de plus profond que la volonté. Vous construisez le respect de soi depuis la racine. La solitude bien utilisée ne vous diminue pas, elle vous aiguise. C'est le filtre qui sépare l'apparence de la conviction. Personne ne va mesurer ce que vous accomplissez en privé, mais vous savez ce que cela vous coûte. La discipline authentique est celle qui résiste à l'abandon quand tout le contexte crie que vous pouvez vous rendre. Ne vous méprenez pas. Ce que vous faites sans témoin révèle votre véritable standard. Personne ne viendra l'exiger. Personne ne vous félicitera. Personne ne portera vos échecs. Vous êtes votre propre juge, et c'est la liberté la plus inconfortable et la plus puissante. L'autodiscipline commence dans le silence. Ce que vous soutenez seul, vous le soutenez toujours. 8. Rends-toi suffisant face à ton propre jugement. Personne ne viendra te dire que tu es suffisant. C'est la vérité, la plus crue et la plus urgente. Attendre que quelqu'un d'autre émette ce verdict sur ta vie, c'est reporter indéfiniment le moment de mûrir. Si tu veux sortir du cercle de la dépendance émotionnelle, tu dois comprendre comment fonctionne le mécanisme qui te maintient en attente de l'approbation des autres. Tout commence avec l'éducation émotionnelle que tu as reçue. Tu as appris à identifier ta valeur dans la réponse des autres, dans leurs mots, dans leurs gestes, dans leur attention. Le problème est que ce système est conçu pour que tu ne gagnes jamais. Lorsque tu bases ton estime de soi sur le jugement externe, chaque jour est un examen et tu es l'élève qui étudie pour un test avec des critères changeants. Aujourd'hui, tu peux réussir, demain tu es recalé sans explication. Et ainsi tu passes ta vie à attendre des signes que ce que tu es et fais est suffisant. La racine de ce piège réside dans l'habitude de mesurer ta valeur avec des règles empruntées. Tu deviens un juge implacable de toi-même, mais en utilisant l'étalon des autres. Le résultat est une vie filtrée. Chaque décision, chaque effort, chaque erreur passe d'abord par le filtre des attentes des autres et seulement ensuite par ton propre critère. Cette inversion des priorités est coûteuse. Non seulement elle te vole de l'énergie, mais elle mine ta confiance de base. La sensation d'insuffisance ne naît pas de tes échecs, mais de la comparaison de tes cicatrices avec la surface polie que les autres montrent au monde. Ainsi s'installe la dette émotionnelle. Chaque réussite se dévalue, parce que quelqu'un d'autre a pu faire plus. Chaque erreur se magnifie, parce que tu crois que tous les autres la voient et la jugent avec plus de rigueur que toi. La prochaine étape de ce mécanisme est l'auto-exigence sans sens. Ce n'est pas de la discipline, c'est de la torture. Tu t'imposes des normes impossibles, parce que tu supposes que c'est ainsi que tu vas te qualifier aux yeux des autres. L'épuisement est brutal. Tu ne te reposes jamais, tu ne célèbres jamais, tu ne reconnais jamais le progrès réel, parce qu'il manque toujours quelque chose. Tu aurais toujours pu faire plus. Il y a toujours quelqu'un de mieux. Ce cycle ne se brise pas de l'extérieur. Il ne s'interrompt que lorsque tu décides que le seul jugement qui compte est le tien. Là, la direction de l'énergie change. Tu ne cherches plus la note élevée dans le bulletin des autres, mais la cohérence interne. Tu cesses d'investir dans l'image et commences à investir dans la solidité. Rends-toi suffisant face à ton propre jugement. C'est la consigne qui sépare les hommes complets de ceux qui continuent à mendier reconnaissance. Le coût de ne pas le faire est élevé. Si tu n'es pas suffisant pour toi, tu es vulnérable à toute critique, à tout éloge, à toute fluctuation de l'environnement. Tu deviens une feuille au vent de l'opinion publique. La seule façon de te protéger est de construire une norme propre, exigeante, mais possible, qui reconnaisse l'effort, pas seulement le résultat. Le jugement personnel n'est pas de l'indulgence,
c'est une responsabilité. Être suffisant face à ton propre critère ne signifie pas se contenter, mais cesser de te comparer à des paramètres qui n'ont jamais été les tiens. C'est prendre en charge, avec une brutalité honnête, tes limites et tes avancées. La véritable discipline naît lorsque te respecter toi-même vaut plus que n'importe quel applaudissement. Personne ne te donnera ce droit, tu dois le prendre. Le processus est inconfortable, car il implique de démonter des années de conditionnement. Tu vas remarquer que ta première réaction reste de chercher la réaction des autres, même dans les plus petites choses. Ce n'est que lorsque tu te surprendras dans cet acte automatique que tu pourras commencer à le corriger. L'entraînement est quotidien. Reconnaître tes réussites sans attendre d'écho, voir tes erreurs sans te flageller, tenir ta parole même si personne d'autre ne l'apprécie. La norme, c'est toi. La liberté réside dans le fait de cesser de négocier ta valeur. Que personne ne dicte ta mesure. Si chaque nuit tu peux te regarder et approuver ton propre effort, tu as déjà gagné. Personne ne te donnera ce diplôme. Seul toi peux le signer. Rends-toi suffisant, même si le monde ne le dit jamais. Ce que tu ne te reconnais pas n'existe pas. L'autosuffisance commence là où l'attente se termine. Personne ne viendra te sauver, et cela, même si cela fait mal, est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Il y a un moment dans la vie où tu comprends que le poids de tes problèmes, de tes échecs et de tes efforts n'a guère d'importance pour le reste du monde. La plupart des gens sont occupés à gérer leur propre usure. Ta douleur est invisible, ton effort, insignifiant en dehors de ton propre cercle mental. Attendre que quelqu'un te reconnaisse ou te valide, c'est comme attendre qu'une dette intérieure se rembourse d'elle-même. Cela n'arrive jamais. Ce n'est pas une invitation au victimisme, c'est la porte vers une liberté brutale. Parce que lorsque tu assumes que personne ne te doit rien, tu découvres que tout ce que tu vaux dépend uniquement de tes propres actes, pas des applaudissements des autres. Marc Aurèle l'a compris. Choisis de ne pas être blessé et tu ne le seras pas. Sénèque l'a répété 1000 fois. La plus grande victoire est sur soi-même. L'autosuffisance ne naît pas dans le confort, mais dans la solitude consciente, dans cette fracture interne où tu comprends que ta douleur n'impressionne pas et que ton sacrifice ne touche personne. Beaucoup d'hommes stagnent en attendant une validation, comme si la vie devait les récompenser pour avoir fait ce qui est juste. Mais la réalité est autre. Si tu te rends fort seulement quand on te regarde, tu ne seras jamais vraiment fort. Le respect de soi est la seule gratification garantie. La véritable discipline commence quand tu cesses de demander la permission d'être qui tu es. Personne ne va te pousser. Soit tu te lèves, soit personne ne le fera. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere "Ich bin stoisch" als unser geheimes Zeichen, um zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran, kultiviere weiterhin deinen stoischen Geist.